Alors, je suis manager depuis presque 25 ans. Et évidemment, au départ, c'était des petites équipes qui ont grandi avec le temps. J'ai pu manager en Europe, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. Et il y a 10 ans, comme beaucoup de managers, j'ai trouvé que ce que je faisais n'avait pas beaucoup de sens. Et je demandais constamment aux gens de refaire de la même chose, de plus en plus vite. Et les gens n'allaient pas forcément très bien. Et en parallèle, on savait qu'on consommait toutes les ressources qui existaient naturellement. Donc j'ai mis un point à ce que je faisais, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Eric, qui m'a ouvert la porte de la société des Indiens Kogi, des Kagaba. Et j'ai demandé aux Kagaba, comment faites-vous depuis 4000 ans pour manager, piloter et travailler avec des gens dans l'harmonie et dans la joie. Et là, ils m'ont fait une réponse surprenante. Ils m'ont dit, manager ne se dit pas dans notre langue. Par contre, ce qui correspondrait le mieux au travail que vous faites, c'est le travail que font nos chamans. Et si on traduisait ce mot, on le traduirait par un pouvoir de guérison. Réponse étonnante. Si mon travail était d'exercer une action de guérison sur les organisations et sur les hommes, alors j'avais rien compris. Il fallait que je recommence. Et c'est pour cela qu'il y a 6 ans, avec Eric, on a entrepris ce travail de recherche pour savoir, d'après ce que nous disent les Indiens Kagaba sur la façon dont ils procèdent, conscience, observation et intention. On a pris conscience du rôle du manager qu'on n'avait absolument pas compris, et on s'est mis à observer le vivant, qui aboutit à ce livre. Alors, je m'appelle Éric Julien, j'ai 58 ans, et je suis tombé dans la marmite du conseil il y a maintenant, conseiller en entreprise il y a 30 ans. Et les missions dans un cabinet de conseil, c'est un peu toujours les mêmes, hein. C'est trouver une vision, vers quoi aller, la faire partager aux personnes de l'entreprise, gérer les tensions et les conflits à différents niveaux de l'entreprise, essayer de créer une dynamique pour aller dans un même sens. Et puis faire en sorte que ça perdure, que ça se transmette et que ça s'adapte à un environnement changeant. Et il se trouve qu'en 85, j'ai rencontré cette société qu'on appelle, nous, archaïque, primitive, sauvage, que je préfère appeler des hommes et des femmes racines, qui ont encore la responsabilité de là où ils habitent, les Kogi, 25 000 personnes, qui fonctionnent depuis 4000 ans, sur des principes que j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais c'est des principes qui sont en fait le reflet dans l'organisation de ce qu'on pourrait appeler les principes du vivant. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas sur la base de lois, ou de principes qui changent selon le fait que les hommes aient envie de les changer quand ça les arrange. Ils fonctionnent sur la base de principes qui permettent la vie. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à regarder finalement comment ces hommes et ces femmes font-ils pour régler les mêmes questions que nous. Décider, gérer un conflit, piloter un projet, créer une vision, ils ont les mêmes questions. Mais ils n'ont évidemment pas les mêmes réponses, puisque les leurs sont basés sur les principes de vie, non pas sur des modes managériales ou des principes créés par les hommes quand ça les arrange. Et c'est là qu'on a trouvé ce lien avec Marie-Hélène, de se dire, finalement, comment remettre du vivant dans nos organisations qui doivent s'adapter, qui doivent intégrer de nouveaux enjeux, notamment ceux d'une planète finie. Donc ça va amener des bouleversements, si ce n'est en étant vivant. Et donc je trouvais le clin d'œil extrêmement intéressant de se dire, ces gens archaïques et primitifs seraient-ils, c'est une question qu'on pose dans le livre, porteurs de notre avenir, au sens, est-ce qu'ils ne pourraient pas nous rappeler que nous sommes vivants? Une entreprise est vivante, la terre est vivante, et reprendre conscience de la vie en soi, c'est trouver les voies de l'enthousiasme. J'espère que ça va être enthousiasmant. Je suis en accord avec ce livre, et j'ai écrit la préface parce que il y a énormément d'enseignements. Et en même temps, comme si nous sommes une société familiale, il y a des vraies valeurs qui apparaissent. Ces valeurs sont essentielles pour nous, pour la pérennité de notre entreprise, pour la transmission que nous voulons faire aux générations qui vont nous succéder, à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est des règles humaines, c'est des règles beaucoup plus proches de nos idées que du managérial sans sentiment. Et pour nous, c'est quasiment fondamental. Oui, j'ai découvert dans ce livre 8 principes qui m'ont paru tellement évidents que je me suis plongé dans la lecture et j'ai trouvé beaucoup de choses pleines de bon sens et pas mal d'ouverture, pas mal d'idées justement pour pouvoir faire évoluer notre société. Nous sommes, comme Anthony, une société familiale, donc nous avons des vues à long terme et c'est toujours très 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 intéressant de voir une société qui a bâti l'ensemble de son fonctionnement
sur le futur, sur la transmission, sur la créativité, sur le respect des autres. Et la façon dont c'est écrit, je dois dire que c'est merveilleusement bien écrit. Je recommande la lecture parce que ce sera le deuxième meilleur livre de management que j'ai jamais lu de ma vie. Le choix du vivant est venu assez naturellement pour Eric et pour moi, parce que comme tout être vivant, un manager, pour arriver à être pleinement dans sa fonction, a besoin, comme tout fruit, de mûrir, de grandir, pour arriver à son épanouissement. Le choix du vivant aujourd'hui pour nous, c'est repartir sur des principes à la base de tout être humain qui vont lui permettre de participer à cette croissance dont il a besoin pour pleinement exprimer ce qu'il va savoir, comment guider les hommes et les femmes dans les entreprises. Le choix du vivant, la question paraît presque paradoxale. Et je pense, et nous sommes persuadés avec Marie-Hélène, que la maturité d'une entreprise, d'une organisation, même d'un pays, d'une nation, se mesure ou s'apprécie à la conscience qu'elle a de la vie en elle. C'est-à-dire, si je n'ai pas conscience de la vie en moi, je laisse la mort s'installer. Je laisse se mettre en place des comportements, des pratiques managériales qui à terme sont mortifères. Plus une organisation a conscience de quoi? Qui a besoin d'un sens, qui a besoin de valeurs pour fonctionner ensemble, qui a besoin d'un cadre qui permet à l'altérité d'être créative et non pas destructrice, que la coopération n'est pas une valeur morale, mais une valeur qui a permis de créer la vie. Donc plus on prend conscience de la vie en soi, plus on est capable de prendre conscience de la vie dans l'organisation, donc de la nécessité de l'accompagner et de lui permettre d'exister. Une entreprise vivante, c'est une entreprise qui va s'adapter parce qu'elle va créer, elle va trouver les réponses nécessaires aux environnements changeants, aux menaces et aux choses qui s'accélèrent. Une entreprise qui n'a pas cette conscience-là, elle va disparaître. Donc être vivant, c'est peut-être ouvrir la voie du futur. Donc il faut choisir le vivant. La spirale évolutive. C'est assez étonnant, ça rebondit un peu sur le choix du vivant. C'est un travail qui remonte à la fois très très loin dans l'humanité et en même temps qui est très présent. C'est-à-dire ce chemin pour prendre conscience de la vie en nous, c'est pas un truc qu'on fait comme un interrupteur, voilà, c'est un chemin de croissance, d'ouverture, c'est un vrai chantier stratégique dans une entreprise de se dire je veux que mes équipes prennent conscience de la vie, pas pour le fun, juste parce que c'est une condition d'adaptation, donc ça marche par étapes. Alors ça a été vraiment compliqué de se dire quel est finalement le premier pas, puis le deuxième, et puis quand j'ai compris le deuxième, peut-être le troisième, pour commencer à comprendre à mon niveau ce que c'est que la vie et la posture qui va avec, ça a donné ces 9 étapes qui permettent, on l'espère, à un manager, s'il a l'audace, et surtout aux dirigeants, s'ils ont l'audace de s'engager dans ce chemin, de valider que l'entreprise sera pérenne dans le temps, quelle que soit l'évolution de l'environnement. Et ça, je pense que c'est une des préoccupations majeures des dirigeants. Tout à fait. Alors, je compléterai ce que dit Eric sur cette spirale évolutive du management, parce qu'en fait, on décide avec ce livre, ensemble, de ne pas capituler devant l'absurdité qu'on rencontre au quotidien. Et ça, c'est pour ça que le livre a été fait, parce qu'aujourd'hui, en tant que manager, tous les jours, et de plus en plus, on entend les équipes doivent changer, les équipes doivent être créatives. Mais en fait, quand on étudie le vivant, on se rend compte que la créativité, le changement, l'adaptation, la flexibilité, ce ne sont pas des injonctions. Le vivant ne marche pas comme ça. Ce sont des conséquences à un processus dans lequel on va amener les équipes à devenir créatives, à devenir en capacité d'évolution. Et je reprendrai le mot qu'utilise Eric, qui est l'enthousiasme, qui a guidé notre écriture pendant les 9 chapitres, parce que enthousiasme, qui veut dire habité par les dieux, eh bien c'est cette fameuse hormone sérotonine, qui est l'hormone de la joie, l'hormone de l'enthousiasme, qui est aussi celle qui nous permet de régénérer nos neurones. Alors si un manager comprend que pour que ses équipes régénèrent leurs neurones, ils doivent être dans l'enthousiasme et dans la joie, que devons-nous faire? Quels sont ces principes que l'on doit conduire et amener pour que les équipes deviennent créatives et deviennent flexibles aux changements nécessaires dans ce siècle en mutation? Oui, moi je dirais plus loin. Si un manager arrive à mettre en place ces principes avec ses équipes, mais automatiquement non seulement il est heureux, mais il retransmet ça en famille, chez lui. Et ça fait une meilleure harmonie de vie,
Et c'est ça la base, une harmonie chez soi, une harmonie au travail. Et c'est ce que un peu nous cherchons à la fin. Surtout dans une entreprise familiale où on a la possibilité, les moyens de pouvoir faire ça. Je retiens que le mot manager, c'est guérisseur. Déjà, si vous voulez, rien qu'avec ça, on va interpeller tout le monde. On va faire quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on va obliger les gens à sortir de ce que moi j'appelle la zone de confort. Je m'oblige tous les jours à sortir de ma zone de confort pour quelque chose. Et quand je peux pousser l'ensemble de mon management à sortir de sa zone de confort, il devient créatif. Et je trouve que de les appeler guérisseurs, ça va certainement leur faire penser à quelque chose de nouveau et ça va les interloquer, ça va certainement créer quelque chose de très bien. Alors, il y a beaucoup de principes que j'aime particulièrement. Évidemment, la créativité, mais l'un des plus importants, sans doute, pour tout manager, et quel que soit son niveau de management, serait pour moi le troisième principe, celui du sens. Celui du sens parce qu'on sait aujourd'hui, avec toutes les enquêtes, que plus de 53% des salariés trouvent que justement, dans la façon dont ils sont managés, il n'y a pas de sens. Et le sens, on le sait aujourd'hui, il guérit, il motive, il encourage les gens. Donner du sens, c'est leur apporter une vision. Ce en quoi je contribue plus grand que moi. Ce qui fait que je vais savoir pourquoi je me lève le matin. Et j'aime beaucoup la petite histoire des 3 casseurs de cailloux. L'un est un peu triste et casse ses cailloux et le voyageur qui passe lui dit « Que fais-tu » ? « Je casse des cailloux. » Il est triste. Le deuxième, il a un petit sourire et il casse ses cailloux avec une dynamique plutôt musicale. Et le voyageur lui demande « Que fais-tu » Et il dit « Moi, je construis un mur. » Et le troisième, il chante. Alors il casse des cailloux, mais il chante. Le voyageur lui dit « Et toi, que fais-tu » ? « Moi, je construis une cathédrale. » Ils sont tous les 3 casseurs de cailloux, mais il y en a un, le troisième, il a la vision de ce qu'il fait. Et je pense que pour tout collaborateur, savoir, grâce à son manager, direct ou plus élevé, ce à quoi il contribue, va donner du sens pour que tous les jours, il sorte de sa zone de confort et surtout, un autre principe, tous les jours, il retrouve en lui-même la force de rééquilibrer sa volonté, son travail, son courage par rapport aux injonctions qu'on va lui demander, qui vont être, aujourd'hui, de rester flexible, d'être un peu plus productif, de savoir regarder un enjeu d'une autre façon. S'il sait à quoi il contribue, alors il va lui-même s'adapter et être totalement ouvert à ce qu'on lui demande aujourd'hui. J'avais noté cette histoire des casseurs de cailloux parce que je la trouve extraordinaire, surtout que dans les entreprises familiales, ce qui nous fait très peur, c'est les process et les matrices. Et le système matriciel a tendance à faire des silos. C'est-à-dire que les gens n'ont plus la vision totale de ce qu'ils vont faire. Là, c'est formidable, puisqu'au fond, le casseur de cailloux, le premier, il sait déjà comment ça va se terminer. Il va y avoir l'architecte, il va y avoir les maçons, il va y avoir d'autres personnes qui vont intervenir, mais lui déjà sait où ça va aller. Et ça, dans les sociétés, très souvent, avec le système de silo qui est créé par les matrices, eh ben, il y a des coupures et on ne sait pas. On n'est pas responsable. Bon, si le caillou est mal taillé, ben, tant pis, c'est l'autre qui se débrouillera. Et ça, c'est dommage. Et j'avais noté cette histoire que si vous me permettez, je vais la sortir très très souvent. Pour compléter sur la question du sens, imaginez une entreprise industrielle qui travaille avec des machines-outils et qui fait des pièces industrielles pour l'aviation. Et son dirigeant invite l'ensemble des collaborateurs, 200 personnes, à partager la vision. Et bien, monsieur, c'est la première fois qui sort de la chaîne, qui passe dans les bureaux et qui rentre dans le bureau du président. Et le président est là, qui lui présente vers quoi il a envie d'emmener l'entreprise. Et c'est pas juste un chiffre d'affaires ou un chiffre en bas du tableau de gestion de l'entreprise, des chiffres. C'est un rêve, on a envie d'être bien ensemble, on va mettre des jardins autour de l'entreprise. Bref, lui partage son rêve. Et je revois ce monsieur qui n'est jamais rentré dans le bureau du président me dire « C'est la première fois qu'on m'explique à quoi je sers et où est-ce qu'on va aller ensemble. » Il avait, ça reste le boulot, mais il avait les yeux qui pétillaient, qu'on lui donne le sens de ce à quoi il contribuait tous les matins. Un principe qui me plaît beaucoup, c'est l'apoptose. L'apoptose, c'est quoi? C'est vraiment un changement de représentation, l'apoptose. C'est-à-dire, vous êtes dans le ventre de votre maman, les gens s'en rappellent pas très bien, mais quand ils étaient dans le ventre de la maman, on avait des petites palmes entre les doigts
pour pouvoir se déplacer dans le milieu aquatique, en tout cas liquide, que représente le ventre de la maman. Et quand le bébé, l'embryon ou le bébé sort, évidemment il passe du milieu liquide au milieu aérien, et les cellules qui constituent ces membranes disparaissent. Donc la cellule reçoit un ordre de disparition, de suicide, puisqu'elle n'est plus utile pour la fonction dans le ventre de la maman. Ce qui veut dire que communiquer, donner des informations, expliquer quel est ton rôle dans le système n'est pas une question de morale, c'est une question de permettre à la personne de ne pas se suicider. Toute analogie avec un grand groupe de communication qui en 2006 et puis en 2009 ont eu plusieurs centaines de suicides ne serait très bienvenue. Pour reprendre la vision, donc le sens qui correspond tout simplement à cette capacité d'équilibre du vivant lorsqu'il comprend à quoi il contribue et qui en biologie s'appelle l'homéostasie, puisque tout corps vivant se rééquilibre à partir du moment où il sait ce vers quoi il va. Chez les Kogi, on a un exemple assez incroyable qui est la construction d'un pont. C'est assez banal, ils vivent dans la forêt, donc les ponts ils en ont besoin. Évidemment, ils vont bâtir un pont sans clous, sans vis, sans marteau, mais uniquement avec ce qui est à leur disposition dans le monde végétal. Pour construire ce pont, ils vont réussir à le construire en 2 jours, pratiquement sans se parler, et surtout sans chef. Et le pont va durer entre 10 et 20 ans. Comment ils font? Eh bien, ils commencent, comme ils nous disent souvent, pour nous, on part de la tête aux pieds. Et vous, les petits frères, puisqu'ils nous appellent les petits frères, partez tout le temps des pieds à la tête. Donc vous agissez et vous pensez après. Nous, on pense. Et après, on agit. En fait, ils vont penser le pont. Ils vont se réunir et ils vont penser ensemble comment va être fait ce pont, à quel moment il va falloir couper les arbres, les lianes, qui va être en charge de quoi et dans quel ordre ça va se passer. Et ils vont en discuter pendant des nuits, des semaines, des mois. Et en fait, passer à l'action sera d'abord très court et surtout, ce n'est pas du tout la partie essentielle. La partie essentielle aura été de penser avant. Et lorsqu'ils vont devoir entrer en action, pas besoin de chef. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait très précisément dans quel ordre ça va se jouer. Et du coup, le pont, en 2 jours, va être construit et va durer. L'apoptose et le lien, c'est un renversement de représentation totale. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la justice, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Dans nos sociétés modernes, on va se dire il y a un coupable, on va le juger et on va le condamner, on va tenir ses propos. Vous avez commis une faute, donc vous allez faire 20 ans de prison et au bout de 20 ans, quand vous aurez fait votre peine, vous aurez payé votre dette à la société, on va voir pour vous réinsérer dans le système. Donc c'est une personne qui est coupable et puis qu'on met en prison, puis après on regarde si elle peut revenir. Chez les Indiens Kagaba, Kogi, c'est pas du tout comme ça. Si la personne fait une faute, c'est qu'elle est déjà sortie du système. La question n'est pas de la sortir plus en la mettant en prison, la question est de savoir comment la remettre dans le système et surtout comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné pour qu'il sorte du système. La décision ne doit pas être de l'aider à revenir dans le système, ne doit pas être bonne ou mauvaise. Elle doit découvrir ce que c'est que le juste. Le juste, c'est la capacité à envisager les conséquences de tes actes et de tes décisions, en supporter la responsabilité. Donc on sort de la morale, ceci est bien, ceci est mal, on rentre dans une logique de justesse. Et ça ouvre quelque chose qui est très déroutant chez nous. Ça ouvre l'intersubjectivité. Nous avons tous un regard sur une réalité et seul le dialogue permet de se faire une idée de cette réalité. Donc dans ces sociétés-là, le mot ennemi, je vais prendre volontairement un mot grossier qui parfois peut voler dans le couloir de certaines organisations, abruti, idiot, ça ne peut pas exister parce que l'intersubjectivité ne peut pas considérer que l'autre est un ennemi. L'autre est quelqu'un qui m'aide à grandir. Donc ça veut dire que le mot ennemi n'existe pas. Donc ça veut dire que la guerre et le conflit ne sont pas conçus. Et pour nous, c'est une grande révolution de se dire que la guerre n'existe pas culturellement chez eux. Et quand on regarde nos sociétés modernes, on se dit qui sont les plus sauvages. Donc quel est le mécanisme vivant qui permet de former des hommes et des femmes et des managers, pour regarder la métaphore, qui permettent de rester relativement sereins face aux difficultés que doit gérer un collectif, que ce soit une organisation, une entreprise ou les Kogi. Ils font ça parce qu'ils sont en accord avec la vie. Et Marie-Hélène, moi-même et je pense nos invités ne me contrediront pas en disant que notre avenir passe par une nouvelle alliance avec le vivant. Retrouver une voie d'alliance, arrêter d'être contre et essayer de trouver les voies avec. Et ça, c'est très créateur et très, très porteur de joie. Il y en a naturellement un qui m'a beaucoup intéressé, c'est le biomimétisme, parce que travaillant beaucoup avec les plantes, je me suis intéressé depuis très longtemps à cette science du biomimétisme, et de la transposer, j'avais jamais pensé de la transposer au niveau humain, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça amène beaucoup de créativité, et comme c'est écrit dans le livre, et comme je le dis souvent, c'est la contrainte crée la créativité. Donc c'était le caractère biomimétisme.
a un autre aussi qui m'a beaucoup plu, c'est la mémoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un certain âge, on pense à transmettre. Donc, on regarde toutes les valeurs d'une société, on regarde tout ce qui a permis de la construire, toutes les règles qui ont été mises au point. Parfois, certaines, il faut en éliminer puisqu'elles ne sont plus adaptées au temps moderne. Ce que savent très très bien faire les cogistes, puisqu'ils ont su évoluer tout le temps. Ils sont toujours dans l'évolution, faut pas oublier ça. Comme on peut croire qu'ils sont des ancêtres qui vivent comme il y a 4000 ans, pas du tout. Par quel miracle ils ont évolué, c'est simplement qu'ils ont écouté. Dans l'ensemble du livre, si je devais résumer, il y a un mot qui prime, c'est l'écoute, c'est la considération. Dans tout ce que j'ai lu, c'est une valeur qui est très chère au groupe que je dirige, savoir écouter les gens, savoir considérer le travail de chacun, car ça permet ce dialogue, ça permet l'évolution, ça évite la guerre, ça évite le conflit, et ça peut même régler un conflit, parce que vraiment, il y aura toujours des conflits dans une société. Il y a beaucoup de gens qui savent plus écouter, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de considération pour le travail des autres. C'est ce qu'il faut corriger. Et je pense que ce livre y participe. En particulier, il y a les valeurs et le temps. Les valeurs parce que c'est ce qui compte le plus, et j'en ai parlé tout à l'heure. Les valeurs, c'est quand même des méthodes de pensée, des méthodes de voir les choses. C'est aussi de favoriser un maximum la création d'idées, le débat, mais un débat constructif, pas du tout un débat conflictuel. C'est aussi une source d'innovation, de créativité. J'espère qu'il va résonner au sein des entreprises. Il a été fait pour. Je crois surtout que les entreprises, les organisations en ont besoin. Comme disait Eric, remettre le vivant au cœur des systèmes économiques, remettre le vivant au cœur des façons de piloter des humains en entreprise, c'est primordial. On est dans un siècle de grandes mutations, on est dans un siècle où tout s'accélère de manière exponentielle. On assiste malheureusement à toutes ces maladies psychosociales dont on parle, de ces hommes et ces femmes qui sont mal et en souffrance au cœur des organisations. Donc plus que jamais, si on veut faire face à ce challenge qui est l'avenir, si on veut transmettre des éléments qui permettront de durer dans le temps, alors le choix du vivant est plus que jamais indispensable. Ouais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on arrive à un moment, on appelle ça l'anthropocène, où nos actions et nos modes de développement impactent les grands équilibres de notre petite planète bleue, de notre vaisseau commun. On n'a pas le choix parce que, comme le dit Marie-Hélène, il y a beaucoup de souffrances et on aurait pu penser que le progrès humain nous ait fait atténuer les souffrances en général et dans les entreprises en particulier. Eh bien non, c'est rarement le cas malheureusement, donc il y a de la souffrance. On n'a pas le choix parce qu'il faut qu'on change de regard. Je crois que c'est Proust qui disait le plus long des voyages, c'est de changer de regard. On ne peut plus regarder la même chose de la même manière. Il faut refaire avec la vie, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je pense que faire avec la vie, ça génère de la joie, parce que c'est se remettre dans la fluidité de l'existence, c'est être avec et non pas contre. Et quand je rencontre certains de mes clients qui sont dans des secteurs, a priori, vu de l'extérieur, qu'on n'appellerait pas sexy, entrepreneuriaux, et bien, quand vous avez quelqu'un qui vient vous rencontrer, vous parler avec joie et avec enthousiasme de ce que la vie pourrait faire, peut-être pour son système à lui, son entreprise, ça déclenche, c'est bêtement physiologique, un système qu'on appelle les neurones miroirs. Donc ça déclenche chez votre interlocuteur de la joie et de l'envie et de l'enthousiasme. Donc déjà, si on apprend au quotidien, quand on se parle, à remettre un peu de joie et d'enthousiasme, rien que ça, en mettant les autres enjeux de côté, ce serait formidable. La vie est courte. La vie est courte, on parle souvent de carpe diem. Vivre le présent avec la vie, c'est quand même merveilleux.